Alors, Étienne, je suis bien embarrassé pour vous dire, pour résumer ce qu'il est, ce qu'il fait. Je vais prendre quatre des dimensions. D'abord, je le connais parce qu'il a fondé un think tank qui s'appelle Espérance et Algorithmes, qui travaille sur les enjeux de sens autour de tout ce qui est IA, techno. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est un endroit stimulant pour des entrepreneurs dans les algos. Il y a des choses à venir discuter. Il se trouve qu'il est ancien entrepreneur. Il se trouve qu'il conseille aussi maintenant des entrepreneurs et qu'il est auteur depuis peu d'un petit bouquin dont il va vous parler, ce qui fait de lui un philosophe aussi. Voilà. Et il va nous parler aujourd'hui de tout ça. À toi. Un grand merci Patrice et merci à Melchion de m'accueillir. Alors, c'est moi qui bouge les slides. Donc la réflexion que je voudrais vous partager, c'est finalement, nous sommes tous entrepreneurs face à l'intelligence artificielle, un déluge qui occupe autant l'actualité, les angoisses que les projections, et comment, sur ce sujet-là, poser une juste décision entrepreneuriale en évitant d'un côté la dynamique des peurs et, on va le voir, l'éthique de conformité qui est en train d'occuper la place, et en essayant de passer sur une stratégie du sens qui va engager une réussite durable de l'entreprise. C'est ça dont je voudrais parler avec vous. Donc, Patrice a déjà dit, donc moi j'ai d'abord été mathématicien, j'ai formé pendant des années les gens qui ont ensuite monté toutes les entreprises algorithmiques. J'étais patron de la recherche à EDF. À un moment, j'étais vice-doyen de la recherche à Centrale. Juste au jour où je me suis rendu compte que mes meilleurs chercheurs, ils avaient monté des entreprises, dont certaines étaient cotées en bourse. Et donc, je me suis dit, il faut que je devienne entrepreneur pour être à l'avant-garde des algorithmes. Ce que j'ai fait il y a une dizaine d'années en participant comme cofondateur à un certain nombre d'aventures qui ont tout en commun d'être basées sur des algorithmes dans l'agriculture, dans les données de paiement, la finance, la comptabilité, la géotechnique. Je vous en raconterai quelques histoires tout à l'heure, dont certaines ont fait faillite, d'autres sont toujours en belle croissance. Et je suis devenu finalement advisor, peut-être un peu comme les gens de Melchion, avec un petit cabinet où on est quelques-uns. Blaise Pascal Advisor, vous allez comprendre pourquoi on parle de Blaise Pascal. Et notre sujet, c'est vraiment ça, c'est comment mettre les algorithmes, l'IA, au service d'une croissance durable des entreprises. Et on a parlé du think tank Espérance et Algorithmes. Alors, pourquoi est-ce que je parle de Blaise Pascal? Qu'est-ce que c'est que cet imposteur qui ressurgit, un contemporain de Louis XIV, pour parler de quelque chose d'aussi moderne que l'intelligence artificielle? Est-ce que tout ça est une sorte de folie? J'ai compris que c'était un peu le thème de la journée. Alors, en fait, non, ce n'est pas une folie. Pourquoi ce n'est pas une folie? Parce que tout ce qu'on est en train de vivre avec ces machines incroyables qui nous envahissent, c'est un peu la faute à Pascal. Parce que sont ces intelligences artificielles sinon des machines probabilistes, récurrentes et entrepreneuriales? Et les trois termes sont de Pascal. D'abord, Pascal est l'inventeur de la décision probabiliste. C'est lui qui, le premier, dit il faut compter les chances, les gains, et puis trouver ce qui maximise l'espérance. On y reviendra tout à l'heure. Deuxième chose moins connue, c'est Pascal qui invente le raisonnement par récurrence, qui est fondamental. ChatGPT, si vous en êtes servi, il regarde ce qu'il y a eu dans le mot d'avant, et dans le mot d'après, il va vous dire après tel mot ou après telle phrase, la plupart du temps, ça a du sens de mettre tel mot. Donc, c'est des algorithmes récurrents. Et ça, c'est Pascal qui invente ça. Pascal, par ailleurs, construit le premier ordinateur, une calculatrice mécanique, la Pascaline. Et enfin, ce que les gens savent moins, Pascal est un incroyable entrepreneur qui, comme tout entrepreneur, commence par se planter en faisant sa calculatrice géniale mais invendable, parce que c'est une calculette qui fait des additions au prix d'une Tesla. Donc le product market fit était assez étroit, mais il ne s'est pas arrêté là. Et à la fin de sa vie, il a fait un truc incroyable, qui est de quelque sorte le Blablacar du 17e, qui s'appelle le carrosse à 5 sous, et qui est exactement Blablacar, un modèle de plateforme où je fais investir mes fournisseurs, et j'ai un truc scalable. Si ça vous intéresse, vous verrez ça dans mon bouquin et d'autres choses, l'histoire entrepreneuriale de Pascal, qui est très intéressante parce que par ailleurs, Pascal est évidemment philosophe, et c'est l'un des incroyables philosophes au moment du confinement. Nous nous demandions tous, et nous devrions lire Pascal,
Le grand malheur de l'homme est de ne pas pouvoir rester heureux seul dans sa chambre. Et donc Pascal est le penseur du divertissement, ce qui est exactement l'un des immenses pièges de l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment un associé important. C'est pour ça que c'est le nom de notre associé dans le cabinet, Blaise Pascal Advisors. Avec lui, on va essayer de poser un juste regard sur ces algorithmes. Alors, pour poser ce juste regard, la première question que je voudrais vous poser, c'est finalement vous, on va passer un micro, qu'est-ce qui vous motive ou qu'est-ce qui vous motiverait vraiment ces machines-là dans votre business, dans votre vie? Qu'est-ce qui vous ferait rêver? Qu'est-ce qui vous ferait lever le matin? Voilà, quelle serait la quête des choses qui vous plairaient vraiment beaucoup? Les voitures autonomes. Et pourquoi les voitures autonomes? Parce que c'est la solution à toutes sortes de catégories de population qui ne peuvent pas se déplacer, par exemple. Ah, donc des algorithmes qui vont permettre d'étendre des services à des personnes éventuellement fragiles, Permettre isolées. à des gens qui sont en situation de handicap, par exemple, de retrouver une mobilité absolue en commandant à n'importe quel moment du jour ou de la nuit des véhicules entièrement autonomes. Une grande promesse algorithmique, étendre des usages à des gens qui en étaient privés. Autre quête, rêve. Rassure-moi, c'était pour moi. Que l'ordinateur soit capable de nous questionner. Que l'ordinateur soit capable de nous questionner. Ouais. Allons bon. D'emmagasiner notre savoir-faire tacite, de façon à ce que les suivants redémarrent là où nous nous sommes arrêtés. Alors, quelle belle promesse, qui est d'ailleurs un peu un des rêves des gens de la Silicon Valley, avec derrière ChatGPT le transhumanisme. Je vais mettre toute l'expérience mondiale, tout le cerveau dans une machine, comme ça durera. Mais on peut objecter à ça. Est-ce que j'apprends vraiment si je mets la connaissance dans une machine et que moi-même, je ne l'essaye pas? Est-ce que j'ai vraiment appris? Est-ce que je redépare vraiment? Tous mes enfants sont à l'école Montessori. On dit à l'école Montessori, tant que vous n'êtes pas planté, vous n'avez pas appris. Donc, vous avez beau mettre quelque chose dans une machine, est-ce que vous l'avez vraiment appris? C'est tout le problème. Et on va le revoir, c'est tout le problème avec ChatGPT. Et des compétences de l'entreprise éventuellement mises dans une machine que les nouvelles personnes qui arrivent dedans ne s'approprient pas complètement. Qu'est-ce qu'elles apprennent vraiment? Donc, c'est tout le problème du knowledge management, c'est avec l'IA. C'est un grand problème. Est-ce que ça favorise ou est-ce que ça défavorise les compétences? Autre rêve. Que l'IA en fait libère, que l'IA nous libère et nous permette de développer d'autres formes d'intelligence et notamment la créativité. Ah, donc la promesse de libération de l'IA. Voilà également une grande quête pour les gens de la Silicon Valley qui ont presque une espérance messianique. Et on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'être libre? On va en reparler. Mais en tout cas, ce que je comprends, c'est effectivement, est-ce que je peux trouver, grâce à ces algorithmes, finalement une partie des fonctions, entre guillemets, rationnelles et pouvoir développer, être plus humain dans un dialogue avec la machine. Ça, c'est aussi une très belle quête. Dernière quête. Que l'IA nous parle au quotidien de manière empathique et authentique, mais c'est peut-être très utopique. Alors, en tout cas, ça fait l'objet d'énormément de travaux, l'intelligence artificielle émotionnelle, Laurence de Villers, il y a des grands spécialistes là-dedans. Il y a quand même une question derrière, c'est finalement quand je parle, qu'est-ce que je cherche? Et est-ce que je vais, d'une certaine manière, finalement vivre et exister si je suis dans un dialogue avec une machine, ou est-ce que je vais me retrouver, comme disait Pascal, dans la solitude glacée des espaces infinis? Je vais me retrouver dans la solitude face à quelqu'un qui n'est pas une personne. Donc c'est tout le problème de l'anthropomorphisme et vraie ou fausse promesse, l'empathie des algorithmes. Un grand merci pour ces quêtes. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. Tout ça, ça peut nous donner des idées derrière pour entreprendre. Et donc la deuxième question, c'est qu'est-ce que vous craignez de pire? Quelles sont vos peurs les plus grandes face à ces machines? Deuxième série de questions. Là, on va prendre Attention à ton temps. Pour Si avancer. on pose autant de questions. Ouais, 2 questions. Et des gens qui n'ont pas... Donc la peur, c'est que l'IA soit asservisse les gens, c'est-à-dire qu'elle soit pas du tout au service de la dimension transcendante des personnes.
l'asservissement. On va y revenir. Beaucoup de sujets d'asservissement, effectivement, par la machine, de risque en tout cas. Je dirais que ceux qui arrivent à la pousser au maximum l'utilisent dans des buts pas trop mauvais, sans forcément aller dans une éthique de dingue, mais ouais, que ceux qui possèdent en fait la techno soient à peu près normaux, quoi. Alors, c'est une peur et en même temps une quête peut-être, donc, parce qu'il y a un sujet de concentration de pouvoir, bien sûr, derrière l'IA, et donc de risque en face lié à la concentration de pouvoir. Dernière chose. Oui, moi je vois le risque que ce soit les GAFAM et peut-être quelques Chinois qui monopolisent, je veux dire, la création de modèles nécessitant une puissance de calcul énorme et qui est une sorte de mainmise de grosses entreprises comme Google et autres sur ces modèles-là au détriment de l'Europe. Alors, donc là, il y a effectivement un tropisme monopolistique qui est très important dans les algorithmes. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, l'IA générative, à travers d'abord ChatGPT, maintenant tous les autres, en fait, a complètement rejoué la carte concurrentielle. C'est-à-dire qu'avant octobre 2022, on avait effectivement une très grande concentration algorithmique autour des, on va dire la dizaine autour des GAFAM. Et en fait, le jeu s'est complètement réouvert. Et finalement, OpenAI a eu cette efficacité incroyable de sa communication en sortant de ChatGPT avec un usage révolutionnaire, même si la techno ne l'était pas, parce que l'interface était incroyable. Mais en fait, ils ont perdu la bataille concurrentielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque jour, il y a des gens, presque chaque jour, qui lèvent 100 millions pour construire un nouveau LLM. Et en fait, dès aujourd'hui, on a en fait des fonctionnalités des concurrents d'OpenAI qui sont très proches de ChatGPT. Donc, en réalité, l'IA générative a d'une certaine manière réduit ce qui était un risque incroyable il y a encore 3 ans, le risque de concentration du pouvoir. Donc, les espoirs sont permis par rapport à cette crainte. Voilà, donc maintenant qu'on a dit ça, c'est évidemment très important parce que face aux technologies comme l'IA, de toute éternité, on a 2 pièges qui sont représentés ici. Vous avez d'un côté le piège du déni, vous avez ici les ludites, qui pensent que les métiers à tisser vont détruire leur métier. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont détruire les métiers à tisser. Et ce qui est certain, c'est que toutes les entreprises où on a détruit les métiers à tisser ont fait faillite. Et donc, les gens ont perdu leur boulot, alors que les premières entreprises qui ont adopté les métiers à tisser ont en fait recréé de l'emploi. Donc, le premier piège par rapport à la technologie, c'est dans tous vos business. Mais non, moi, ça ne me concerne pas dans mon domaine, dans les parfums, dans je ne sais plus quoi. J'en ai parlé tout à l'heure. Je n'aurais pas besoin d'IA, je suis à l'abri, je n'ai pas besoin de regarder le sujet. Bon, l'histoire économique montre que le déni, c'est dangereux. Et le deuxième piège, que je symbolise par la tour de Babel, c'est mais c'est génial, avec le LLM, j'ai 1 milliard de paramètres, j'ai 1000 milliards de paramètres, j'ai 10 000 milliards de paramètres, je vais pouvoir faire des textes automatiques, je vais pouvoir émettre des fiches de poste automatiques, je vais pouvoir envoyer et sélectionner des candidats par rapport aux fiches de poste automatiques, je vais pouvoir émettre le contrat de travail automatique. Donc, je peux en fait et donc, je me retrouve dans cette logique où j'empile des couches comme les étages de la cour de Babel. D'ailleurs, chaque étage est tenu par du bitume, suivant le texte. Bitume est un hydrocarbure non renouvelable. Et donc, je rentre dans une tour qui va où? En fait, elle va nulle part. Et donc, la tour de Babel s'effondre. La technologie, pour la technologie, dans une recherche qui finalement ne s'alimente que de la pure promesse technologique, va dans le mur. Et donc ça, c'est le deuxième piège, c'est finalement l'adoption boulimique et insensée. Et ça, ces 2 pièges-là, je les ai vécus comme entrepreneur, puisqu'en 2015, je suis tombé sur l'héritier d'un très beau cabinet d'expertise comptable, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui dit d'ici quelques années, on va arrêter de payer quelqu'un pour dire 29,99 € en fin de mois, télécom, je le mets dans la case frais de télécom, et un algorithme va très bien le faire. Et donc, en quelques mois, effectivement, en prenant les données, on a réussi à automatiser 90% de la production. On a même essayé un modèle SaaS, et on a eu des clients qui l'ont acheté. Donc, on a fait la preuve technique et commerciale que le pivot était possible, et on s'est retrouvé face à un mur. L'ensemble du personnel a dit « mais moi, je ne suis pas devenu comptable pour être un modérateur d'algorithme, je n'y crois pas. D'ailleurs, ça va être faux. D'ailleurs, l'ordre des experts comptables va être contre. » Donc, on a eu une barrière complète. On a eu les ludites. Et en fait, on a eu les ludites parce qu'on a fait de la techno sans en réalité poser la question du sens et sans en réalité discuter avec finalement quelle est la raison d'être de cette entreprise, pourquoi on se lève le matin,
quel est le sens de mon boulot, quelle est mon intégrité professionnelle, etc. Et date à laquelle j'ai commencé à me dire, bon, maintenant, on va essayer avec ces histoires-là, dès le début, de se poser la question du sens, pour effectivement éviter, et c'est ça pour moi le plus difficile, c'est d'éviter les deux pièges, hein. Éviter le piège du déni ou éviter le piège de la quête de la tech pour la tech, finalement, qui va désengager tout le monde. Bon, là, il y a des références pour ceux qui veulent aller plus loin, qui sont, je vous enverrai ça, qui sont des très bons bouquins pour comprendre ça plus en détail. Et donc maintenant, on va peut-être un tout petit peu ouvrir le capot. Pourquoi est-ce que ces IA sont tellement invasives et pourquoi est-ce que le déni est dangereux? Alors, le mécanisme est toujours à peu près le même, hein. Vous avez des douleurs marché, hein. Par exemple, fin des années 90, je vais dans la librairie, je ne trouve pas ce que je veux. Je ne trouve pas des trucs qui me correspondent. Alors, les gens d'Amazon se disent, mais tiens, après tout, on va commencer à stocker des données pour voir ce que les gens aiment. Et puis, on va commencer à regarder qui sont les gens qui achètent tel bouquin. Donc, on va commencer à comparer sur une base de données, finalement, les préférences des utilisateurs, leurs achats, à quel moment ils le font, etc. À partir du moment où j'ai beaucoup de données, je peux commencer à les analyser, je peux commencer à prédire, tiens, ce gars-là, a priori, il va acheter ça. Et si je suis capable de prédire, je suis capable d'automatiser. Et si je suis capable d'automatiser, eh bien, je rentre dans une démarche qui est une création de marges, et de marges qui sont même croissantes avec le chiffre d'affaires, ce qui fait que Amazon a assez vite pris une position extrêmement difficile à rattraper par les concurrents, parce que plus vous avez de données, plus vous avez de connaissances clients, plus vous êtes capable effectivement de correspondre avant les autres à leurs besoins, et plus vous prenez finalement des parts de marché et des parts croissantes, puisqu'avec l'automatisation en plus, j'ai des gains de productivité, puisqu'il y a des choses que je faisais à la main que je ne fais plus. Et donc ça, cette mécanique-là, c'est à peu près toujours la même, hein. Les douleurs marché, les données, les algorithmes. Et avec l'IA générative, vous n'êtes même plus obligé d'aller chercher les données, puisqu'en fait, ChatGPT, hein, Generative Pre-trained Transformer, pre-trained, ça veut dire qu'elle a déjà été entraînée, cette IA. Donc vous n'avez même plus besoin, avant 2022, vous étiez obligé d'aller recruter des data scientists, des danseuses, investir, etc. Mais il n'y a même plus besoin, puisque tout est déjà appris. Donc en fait, le moteur, il est directement là pour pouvoir automatiser, personnaliser, servicifier. Automatisé, on l'a vu, gain de productivité très important. Personnalisé, tout le monde qui va chez Amazon a en quelque sorte sa propre librairie. Et servicifié, eh bien, au lieu de vendre un produit, vous vendez un service, vous vendez une location à l'usage où la personne paye à l'usage et vous rentrez dans une démarche de revenus récurrents. Et ça, cette histoire-là, je l'ai vécue. Elle ne concerne pas simplement Amazon, Google et même Tesla, hein. Tous les gens ont dit « Oula, mais ce truc-là, c'est un truc de logiciel ». Non, non. Elon Musk a montré que même dans la vraie industrie, c'est pareil. Il a construit une entreprise qui construit des voitures comme si c'était une entreprise logicielle avec la même stratégie de marge, avec des algorithmes partout chez Tesla. Donc cette histoire-là, elle existe aussi dans l'économie réelle, pas que dans le digital. Et moi, je l'ai vécu dans au moins 10 affaires entrepreneuriales. J'en parlerai de quelques-unes. Une entreprise de géotechnique, le leader en France, quand vous construisez une maison ou un viaduc, à quelle profondeur il faut mettre des pieux. Entreprise post-LBO, 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Son métier, c'était de déplacer des machines polluantes pour aller faire des trous et envoyer un rapport Word en disant « Bon, si vous voulez construire, il faut faire ça ». Ça fait 50 ans qu'on regarde partout en France qu'est-ce qu'il y a dans le sol. On met tout ça dans une base de données. On est capable de prédire, sans même plus déplacer la machine polluante, de quoi vous avez besoin sur votre sol. Et on peut vendre en ligne une réassurance géotechnique sans même plus envoyer de rapport. C'est le client qui lui-même va chercher. Donc on réussit à faire passer un modèle d'opérateur de services finalement assez low cost et avec des grosses charges, beaucoup de capital et beaucoup de pollution dans un éditeur en ligne avec une marge incroyable. Et donc ça, je l'ai vécu, et je l'ai vécu dans plusieurs secteurs traditionnels. Ça marche. Ce mécanisme marche, et c'est pour ça que tous ces algorithmes et ces IA deviennent aussi invasifs. C'est parce qu'il y a effectivement des automates dont l'efficacité est tentaculaire. Et vous avez entendu dans mon exposé que le sujet de leur intelligence est un non-sujet. C'est en fait un sujet rhétorique. On a parlé d'intelligence artificielle, c'était une merveille de marketing scientifique pour que les gens aient l'impression d'eux. Mais en réalité, on s'en fout que le truc soit intelligent. On s'en fout royalement. Tout ce qu'il faut, c'est que ce soit des automates qui soient efficaces et qui soient personnalisés. C'est tout ce qu'on leur demande. Et c'est ça qui fait que fonctionnellement, ils transforment votre business.
Une fois qu'on a fait ça, évidemment, il y a plein de questions qui se posent. Parce que si j'ai commencé à automatiser, qui me dit que ça va être fiable? Il me dit que là, avant, j'allais sur le terrain, je faisais un trou, je regardais ce qu'il y avait dans le sol. Maintenant, c'est qu'est-ce qui me garantit qu'il ne va pas y avoir une erreur, que je vais construire quelque chose sur du sable alors qu'on m'avait prédit que c'était de la roche? C'est un problème de fiabilité. Ensuite, il y a un problème d'explicabilité. Quand vous avez des choses aussi compliquées de ChatGPT, qui comprend comment fonctionne la machine? Qui est capable d'expliquer pourquoi il a généré tel texte? Si vous ne comprenez plus, comment est-ce que vous allez pouvoir endosser votre proposition de valeur vis-à-vis de clients si vous maîtrisez plus ce que vous proposez? Il y a des questions aussi, évidemment, on en a parlé, d'asservissement, d'assujettissement. Finalement, qui possède quoi là-dedans? Qui est responsable de quoi? Est-ce que je me retrouve face effectivement à un piège monopolistique? Je deviens dépendant du fournisseur qui lui-même a quasiment l'intégralité du marché. On a évidemment des problèmes d'équilibre machine. Je deviens un modérateur d'algorithmes. Est-ce que mon travail a encore un sens? Est-ce que je comprends d'ailleurs ce que je fais? Si je ne parle plus aux clients, si je suis un médecin et finalement le diagnostic du cancer passe directement de l'ordinateur au patient, est-ce que je garde? Voilà, donc on a toutes sortes de questions qui se posent et qui sont des questions extrêmement importantes, pas simplement au plan philosophique, mais parce que c'est des questions que tous les salariés se posent, et moi je l'ai vécu, qui peuvent conduire les gens à faire grève et à empêcher vos collaborateurs ou vos clients. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut régler. Alors, nous sommes en Europe, nous croyons à la réglementation, et donc il y a un énorme truc qui s'appelle le projet de règlement européen sur l'IA qui arrive et qui va être une montagne qui va faire vivre brillamment des avocats, des commissaires aux comptes et toutes sortes de personnes, parce qu'on a une merveille de régulation. Et si vous suivez ce règlement, il n'y a pas de problème avec ça. On va avoir des algorithmes qui vont être sûrs, transparents, traçables, qui ne vont pas discriminer, qui vont être sympathiques pour l'environnement. Voilà, tout est réglé, puisqu'il y a un règlement. Vous comprenez dans mon ton que je suis un petit peu sceptique, comme d'ailleurs Pascal qui nous dit « Ne pouvant faire que ce qui fut juste fut fort, nous fîmes que ce qui fut fort fut juste. » Donc Pascal est un grand sceptique du règlement. Il considère que les lois sont d'abord des choses fortes avant d'être des choses justes. Pour revenir à notre propos, il va falloir passer par là, mais il est peu probable que simplement respecter la charte ou le règlement européen de l'IA soit suffisant pour rester fier et engageant vis-à-vis de vos collaborateurs, de vous-même et des clients. Puisqu'on sait très bien que derrière les titres de conformité, on a un caillou, et quand on a un caillou, on essaie de le contourner. Moi, j'ai des data scientists auxquels j'ai commencé à expliquer que, tu sais, à partir de 2024, ton truc va devoir prouver qu'il est explicable, machin, etc. Et le data scientist m'a dit, oui, mais si tu comprends, si je fais ça, je réduis la performance de mon IA, alors que les Américains, ils n'ont pas le problème. Donc, tu sais comment est-ce qu'on pourrait contourner? Donc, on se retrouve finalement assez vite dans une situation d'hypocrisie où on va faire semblant de régler les problèmes et en réalité, on va faire le contraire. Et donc, pour moi, la solution n'est pas là. La solution est, en suivant ce que dit Pascal, la solution est d'aller dans le pari de l'espérance. Et ce qui est très intéressant, je ne vais pas vous expliquer tout le détail de la formule mathématique, mais c'est que le pari de Pascal, qui consiste à dire le monde est incertain, il faut prendre des paris, vous n'avez pas le choix, et quitte à parier, pourquoi ne pas parier le plus gros, et pour Pascal, l'espérance infinie, eh bien, c'est également la même logique qui est celle des IA. Parce que font les IA? Vous avez la formule ici, elles optimisent l'espérance, c'est-à-dire qu'à chaque instant, elles vous prédisent ce qui est le plus probable de vous satisfaire. Et donc, cette logique-là du pari, comment est-ce qu'il faut s'en servir? Il faut s'en servir en disant, quitte à utiliser l'intelligence artificielle dans mon business, il faut que je la mette au service de ma proposition de valeur. Et il faut que je me mette là où j'en suis le plus fier, là où elle sert vraiment. Et donc, plutôt que de subir la tech sous le registre de la peur et de devoir ensuite essayer d'expliquer que je suis conforme, et je le fais, c'est une charge mentale parce que les concurrents le font, il faut que je réfléchisse finalement par rapport à la raison d'être de mon entreprise, par rapport à ce qui fait que les clients vraiment attendent de moi, comment est-ce que effectivement je peux me servir de l'IA pour ça et uniquement pour ça. Et je vais vous donner quelques petits exemples d'alignement. Une expérience faite dans un des pays les plus pauvres du monde, au Burkina Faso, avec un équipementier orléanais dont le métier c'était de produire des pompes qui fonctionnent toute l'année avec le pied pour aller chercher de l'eau.
Le problème de ces pompes, c'est qu'elles étaient payées par la dette publique et on ne savait pas trop au bout de quelques mois si elles fonctionnaient encore. On a mis en place un boîtier NFC, on récupère la donnée, on sait que dans tout village du Burkina Faso, les gens ont un téléphone, c'est pas un smartphone, ils ont un téléphone. Et à partir de là, on sait que ça fonctionne et on a proposé qu'il y ait une microtransaction à quelques millièmes de centimes d'euros. Et à partir de là, on est rentré dans une situation dans laquelle on était capable de savoir quand est-ce que les pompes fonctionnaient, de faire de la maintenance prédictive et d'aller voir finalement le gouvernement du Burkina Faso en disant on n'a plus besoin de dette publique, on a juste besoin que vous nous donniez la concession sur 20 ans de la machine. Et donc je rentre dans un modèle servicifié, je deviens concessionnaire d'eau avec des flux de trésorerie récurrents et avec une IA qui me garantit qu'effectivement j'ai en permanence un bon service. Et j'anticipe les failles. Donc ça marche, même au Burkina Faso. Ça marche aussi, par exemple, j'ai travaillé avec une plateforme de recrutement, des gens qui se disent, bon, bah, finalement, j'ai envie de renvoyer sur le marché du travail des intérimaires. Et pour ça, j'ai envie de me servir d'un chatbot avec ChatGPT. Et les gens vont avoir l'impression en fait, qu'ils parlent à une personne, donc ils vont être très engagés, donc ils vont vouloir effectivement travailler chez moi. Et assez vite, on est tombé sur le piège de dire, mais s'il y a une ambiguïté dans le chatbot, est-ce que je ne suis pas en train de trahir finalement ce pourquoi je suis là? Et c'est là qu'on a mis en place un système qui vous permet de choisir si vous parlez à une machine ou à un conseiller, et tout en ayant en fait une expérience de recrutement qui soit extrêmement efficace avec les vertus conversationnelles de ChatGPT. Donc sur cette base-là, voilà pour moi la question essentielle, c'est de réfléchir finalement quelle est la raison d'être, quelle est vraiment la proposition de valeur, et par rapport à ça, mettre au service les algorithmes avec deux grands réflexes, celui de l'agilité. Ce sont des choses qu'il faut tester, ce sont des technologies qui sont finalement aujourd'hui assez simples. Et c'est en testant avec un retour, en étant obsédé par l'usage, non pas par la tech, qu'on va trouver des choses intéressantes, et en faisant appel aussi à son discernement pour essayer de sortir du mirage de la tech, et en faisant effectivement un discernement sur ce qui nous paraît juste et ce dont on serait fier vis-à-vis des clients. Je vous propose 3 petites tests à l'acide pour vérifier que la tech n'est pas en train de desservir votre business. Le premier test, vous emmenez les gens qui ont construit la tech sur le terrain pour constater par eux-mêmes, avec des clients, qu'est-ce qui se passe vraiment. Alors ça, c'est absolument salutaire. Des développeurs informatiques ne vont jamais d'habitude sur le terrain. Moi, je les ai emmenés, on faisait de la data pour l'agriculture. Il a été voir qu'est-ce qui se passait pour le banquier et l'agriculteur, effectivement, avec ce qu'il a fait. Et il a corrigé beaucoup de choses dans son code. Il a vécu finalement la finalité de la technologie. Deuxième test, vous lui faites comprendre que la technologie, c'est sa fille ou sa nièce qui va s'en servir. Et vous lui posez la question, si c'était ta fille qui t'en servait, est-ce que tu ferais ça? Également une bonne façon finalement de tester finalement l'équité, la conscience et la fierté de la personne. Et un troisième test qui est très important et difficile, c'est finalement le plus important dans l'utilisation de l'IA, c'est de comprendre là où elle se trompe. C'est ça le plus important. Ce n'est pas de savoir qu'elle est juste dans 95 ou 98% pour prédire votre service. C'est est-ce que je comprends là où elle se trompe? Et donc, est-ce que je suis sûr que là où elle se trompe, elle n'est pas en train de trahir finalement ma raison d'être, ma proposition de valeur? Voilà. Donc, pour terminer, quelle est votre quête? Remettre les algos à leur service, ni plus ni moins, pour passer effectivement d'une logique de la peur, de la conformité, à une stratégie du sens. Vous avez le droit de poser 1 ou 2 questions. Vous avez beaucoup parlé de LLM aujourd'hui, mais l'IA ne se résume pas à cela. Quelles sont vos prédictions ou projections en matière de développement d'IA, mais de façon plus large? C'est une grande question. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'IA au service des finalités, plus que l'IA fondamentale. Et dans l'IA mise au service des finalités d'une entreprise, on va dire que les LLM, malgré le brouhaha médiatique, c'est 30% du sujet. 70% du sujet, ce n'est pas les LLM, c'est, entre guillemets, la vieille IA, c'est-à-dire vous prenez vos données d'usage sur vos services et à partir de là, vous comprenez où est-ce que les clients en ont vraiment besoin et vous poussez de la personnalisation, de l'automatisation sur vos données. Donc ça, ce n'est pas du LLM, ça c'est de l'IA classique.
Et pour moi, le sujet de transformation, voilà, le gros sujet de transformation, ça reste celui de l'IA sur les données propriétaires sur votre propre business. Le sujet du LLM, de l'IA générative, c'est plutôt des gains d'efficacité par lequel il faut passer parce que tous les concurrents le font. Tout le monde aujourd'hui va faire des posts LinkedIn en se servant de l'IA générative. Tout le monde va traduire des documents avec l'IA générative. Tous les gens qui font du chatbot vont mettre de l'IA générative. Donc c'est plutôt de la prévention concurrentielle, le LLM, dans la plupart des cas. Et dans la plupart des cas, il faut faire de l'IA traditionnelle sur votre propre métier. Sauf évidemment quelques business, comme les gens qui font du marketing digital ou qui font du centre d'appel pour lequel l'IA générative est au centre de leur business. Mais pour la plupart des gens, c'est beaucoup moins important que ce dont on parle dans l'actualité. Alors, de mon côté, bonjour. J'avais une question, mais c'est c'est une question par rapport à votre associé et comment ça se passe avec lui sur un sujet un peu particulier. C'est que il me semble qu'il y a un passage des pensées de Pascal dans lequel il évoque le fait qu'il faut suivre la coutume, non pas parce qu'elle semble fondée sur la raison, mais seulement parce qu'elle est coutume. Et donc lorsque je lis sur votre dernière slide, passer de l'éthique de conformité à la stratégie du sens avec agilité selon le cœur et la raison, j'ai l'impression que vous avez une petite divergence l'un et l'autre là-dedans. Et je dis ça de mon point de vue à moi qui suis une grande fan de Spinoza. Peut-être d'ailleurs que je devrais m'associer avec lui et voilà. Et oui, c'est vrai. Et donc voilà, moi, chez Spinoza, il y a ce sujet que je trouve toujours très intéressant, qui est finalement la réflexion sur l'art d'aménager sa vie de façon à provoquer les rencontres heureuses, comment aménager sa vie de façon à avoir de la joie. Et c'est pas un thème qui me semble prédominant chez votre associé. Donc je me posais la question un peu sur le fond, sur la question de la raison d'être. Comment vous gériez ce peut-être conflit? Alors, je vous remercie beaucoup. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais vous faire une première réponse, mais vous pourrez en faire une deuxième parce que sur mon site web, vous pouvez parler à mon associé. Grâce à l'IA générative, on a recréé un personnage, Blaise Pascal. Donc vous allez pouvoir poser toutes les questions. Voilà. Alors évidemment, il hallucine, hein, mais vous pouvez quand même faire le test. Alors je vais vous donner quand même ma propre réponse avant que vous la posiez sur le site. Ce qui est... bon, on sort un petit peu du sujet, mais ce qui est très intéressant avec Pascal, c'est que c'est un conservateur sceptique. Donc, Pascal dit qu'effectivement, il est royaliste, même s'il considère que la légitimité du roi n'est pas supérieure à celle d'un naufragé qui arriverait sur une île déserte et les gens le prennent pour le roi, alors qu'il est juste arrivé là par hasard. Donc, Pascal conteste totalement la légitimité du roi et pour autant, il va le suivre. Pourquoi? Parce que Pascal a vécu la fronde, a vécu l'atrocité de la guerre civile et il considère qu'il n'y a rien de pire que la guerre civile. Donc, si je reviens sur mon propos, si mon associé me dit « Écoute, Étienne, il ne faut pas que tu dises aux entrepreneurs de ne pas suivre le règlement européen sur l'IA. » Bien sûr qu'on va suivre le règlement européen sur l'IA parce que, même si cette loi est fort injuste, d'abord, elle est forte. Donc, bon, vaut mieux pas avoir les pénalités, quelques pourcents du chiffre d'affaires pour faire des bêtises. Mais surtout, il y a quand même une part de bon sens dans les règlements. Et le règlement européen sur l'IA, quand même, par rapport à la Chine et au délire de la Silicon Valley, il y a quand même des choses intéressantes dedans. Donc, Pascal nous enjoint quand même de respecter un peu la coutume et respecter un peu la loi, même si, et pour moi c'est ça le plus important pour nous, même si considère que fondamentalement notre liberté, et en particulier notre liberté entrepreneuriale, doit toujours voir au-delà de la loi. Et il ne faudrait jamais se dire « je suis la loi et j'ai fait mon job ». Non, tu as ta liberté, vas-y à fond, et tu respectes par ailleurs la loi, parce que même si elle est injuste, bon, elle est quand même utile à la paix sociale. Petite question au cas d'usage. Vous avez mentionné tout à l'heure un cas d'usage dans les données de paiement. Il y a encore quelques années, le marketing de la data bancaire, donc catégorisation des dépenses et prédiction de dépenses, pousser des coupons de fidélité, etc., était très développé. Est-ce que vous êtes aux premières loges d'observation? Est-ce qu'il y a Qu'est-ce que vous aviez en tête en fait tout à l'heure quand vous mentionniez l'IA générative associée aux données de paiement comme cas d'usage? Alors, donc, effectivement, j'ai participé à une aventure qui existe toujours, qui se développe bien sur effectivement des programmes de cashback, hein, avec de la fidélité autour de la donnée de paiement. Voilà, qui est un business, je pense, qui a sa place par rapport aux cartes de fidélité traditionnelles.
Après, ce qui est très intéressant quand même avec la donnée de paiement, c'est qu'on a un signal qui est quand même très proche de la réalité de la demande. Hein, même si je ne suis pas un très grand fan du business publicitaire, il y a quand même un sens à la juste publicité, c'est de fluidifier la relation entre l'offre et la demande. C'est quand même le rôle de la publicité. Et ce qui est intéressant avec la donnée de paiement, c'est comme on a quelque chose qui mesure de manière quand même assez objective, puisque c'est sorti du porte-monnaie, ce que effectivement les gens ont acheté, alors on peut espérer qu'à partir de la donnée paiement, on ait moins de pression publicitaire et qu'on ait une publicité plus juste, qu'on ait moins d'infobésité, hein, ce qu'on vit depuis 20 ans avec la donnée de navigation, qui fait qu'on est pourri par des spams et des pubs, qui sont en fait de la publicité assez mal targetée, parce qu'on reçoit la plupart des temps des choses dont on n'a pas besoin. Donc moi, je pense qu'il y a une vertu dans la donnée de paiement, c'est d'aider effectivement à la juste publicité. Ça, moi, il me semble que c'est intéressant. Ça s'est un peu développé par le cashback, mais encore peu. Notamment, on en parlait tout à l'heure avec la grande distribution. Pardon ? Oui, oui. Je propose que vous poursuiviez la discussion sur ce point d'ordre parce que là, ça devient très technique. Dernière question pour Jean. Oui, est-ce que par hasard vous avez un avis de tester avec l'IA? Aujourd'hui, on teste avec ChatGPT souvent. Et là, il y a Llama 2 qui arrive, parce que moi, j'en entends parler. Et notamment, c'est plus souverain, a priori. Enfin, c'est ouvert, business et souverain, ce qui est différent de ChatGPT. Est-ce que vous avez un avis entre les deux, par exemple, ou une autre? Oui. Pour tester. Oui, oui. Alors, bon, il y a le conflit finalement entre la facilité et la sécurité. Hein, c'est toujours le même conflit. Moi, en général, la recommandation est la suivante. Il faut tester le plus rapidement possible les choses. Et au début, quand vous testez, c'est pas grave d'aller prendre un OpenAI qui est épouvantable en termes de sécurité. Bon, même si vous pouvez prendre quand même une offre corporate dans laquelle Microsoft s'engage à respecter. Bon, a priori, effectivement, c'est des modèles dans lesquels on ne maîtrise pas bien. Bon, mais je pense qu'en phase de test, c'est pas grave. Et il faut surtout pas que ça soit grave. J'ai connu des organisations qui disent « Ouh là là, je vais jamais tester l'IA générative parce que tu comprends, elle s'alimente de ce que je lui donne et donc c'est dramatique. » Non, au début, tu prends plus de risques à pas l'essayer et à oublier les bénéfices qu'à en craindre au début les pertes. Donc, en phase de test, c'est pas grave, il faut prendre le truc le plus ergonomique. Jusqu'à présent, GPT-4 est quand même très ergonomique. Ensuite, une fois que j'ai identifié des endroits où j'ai vraiment de la valeur à créer et sur des fonctions stratégiques de l'entreprise, évidemment, il faut basculer sur une IA sur son cloud privé, open source, dans lequel je maîtrise tout. Et il y a plein de solutions. Effectivement, Llama, il y a aussi Mistral qui sort des choses. Il y a plein de choses. On en parlait tout à l'heure. Le jeu concurrentiel est très ouvert. Donc, en deuxième phase, à partir du moment où j'ai trouvé effectivement quelque chose core business, alors oui, il faut investir sur quelque chose d'autonome. Et c'est comme ça aussi que vous allez continuer à en parler au début du problème du knowledge management, du problème de garder ou de capitaliser les connaissances de l'entreprise. Pour ça, il faut avoir un LLM ouvert. Sinon, vous ne maîtrisez pas, capitalisez pas les connaissances de l'entreprise. Merci Étienne. Étienne a apporté quelques livres. N'hésitez pas à lui demander, il y en a quelques-uns.